ouvrages sont plutôt appréciés à leur valeur que dans d'autres. En second lieu, comme le public n'est pas également éclairé dans tous les pays, il est des lieux où les gens du métier peuvent le tenir plus longtemps dans l'erreur qu'ils ne le peuvent tenir en d'autres contrées. Par exemple, les tableaux exposés dans Rome seront plutôt appréciés à leur juste valeur que s'ils étaient exposés dans Londres ou dans Paris. Les Romains naissent presque tous avec beaucoup de sensibilité pour la peinture, et leur goût naturel a encore des occasions fréquentes de se nourrir et de se perfectionner par les ouvrages excellents qu'on rencontre dans les églises, dans les palais et presque dans toutes les maisons où l'on peut entrer. Les mœurs et les usages du pays y laissent encore un grand vide dans les journées de tout le monde, mais dans celles de ces artisans condamnés ailleurs à un travail qui n'a guère plus de relâche que le travail des Danaïdes. Cette inaction, l'occasion continuelle de voir de beaux tableaux, et peut-être aussi la sensibilité des organes plus grande dans ces contrées-là que dans des pays froids et humides, rendent le goût pour la peinture si général à Rome qu'il est ordinaire d'y voir des tableaux de prix jusque dans les boutiques de barbiers, et ces messieurs en expliquent avec emphase les beautés à tout venant, pour satisfaire à la nécessité d'entretenir le monde que leur profession leur imposait dès le temps d'Horace. Enfin, dans une nation industrieuse et capable de prendre toutes sortes de peines pour gagner sa vie sans être assujetti à un travail réglé, il s'est formé un peuple entier de gens qui cherchent à faire quelques profits par le moyen du commerce des tableaux. Ainsi, le public de Rome est presque composé en entier de connaisseurs en peinture. Ils sont, si l'on veut, la plupart des connaisseurs médiocres, mais du moins ils auront un goût de comparaison qui empêche les gens du métier de leur en imposer aussi facilement qu'ils peuvent s'en imposer ailleurs. Si le public de Rome n'en sait point assez pour réfuter méthodiquement leur faux raisonnement, il en sait assez du moins pour en sentir l'erreur, et il s'informe, après l'avoir senti, de ce qu'il faut dire pour le réfuter. D'un autre côté, les gens du métier deviennent plus circonspects lorsqu'ils sentent qu'ils ont affaire avec des hommes éclairés. Ce n'est point parmi les théologiens que les novateurs entreprennent de faire des prosélytes de bonne foi. Le peintre qui travaille dans Rome parvient donc bientôt à la réputation dont il est digne, principalement quand il est italien. Les Italiens, presque aussi amoureux de la gloire de leur nation que les Grecs le furent autrefois, sont très jaloux de cette illustration qu'un peuple s'acquiert par la science ou par les beaux-arts. Quant aux sciences, il faut bien que tous les Italiens tombent d'accord de ce qu'a écrit M. Authieri dans l'histoire de la guerre allumée au sujet de la succession de Charles II, roi d'Espagne. Cet auteur, après avoir dit que les Italiens ne doivent plus appeler les habitants des provinces situées au nord comme au couchant de l'Italie les barbares, mais les ultramontains, à cause de la politesse qu'ils ont acquise, ajoute, et les Italiens, bien que n'étant pas moins doués de raison et d'intelligence que les autres nations, se sont détachés presque jusqu'au dégoût, pour ce motif et d'autres encore, de l'excellente littérature. Mais les Italiens ne pensent pas de même sur les beaux-arts. Tout Italien devient donc un peintre pour les tableaux d'un peintre étranger, qui se plaint même, pour ainsi dire, les idées capables de faire beaucoup d'honneur à l'inventeur d'être né dans d'autres cerveaux que dans les cerveaux de ses compatriotes. Un de mes amis fut le témoin oculaire de l'aventure que je vais raconter. Personne n'ignore les malheurs de Bélisère, réduit à demander l'aumône sur les grands chemins après avoir souvent commandé avec des succès éclatants les armées de l'empereur Justinien. Van Dyck a fait un grand tableau de chevalet où cet infortuné général est représenté dans la posture d'un mendiant qui tend la main devant les passants. Chacun des personnages qui le regardent y paraît ému d'une compassion qui porte le caractère de l'âge et de la condition de celui qui la témoigne. Mais on attache d'abord ses regards sur un soldat dont le visage et l'attitude font voir un homme plongé dans la rêverie la plus sombre à la vue de ce guerrier tombé dans la dernière misère d'un rang qui fait l'objet de l'ambition des militaires. Ce personnage est si parlant qu'on croit lui entendre dire « Voilà quelle sera peut-être ma destinée après 40 campagnes ». Un seigneur de la Grande-Bretagne, étant à Rome, où il avait porté ce tableau, le fit voir à Carlo Maratta. « Quel dommage, dit ce peintre, par une de ces saillies qui font avec un trait la peinture du fond du cœur, qu'un ultramontain nous est prévenu dans cette invention. J'ai même entendu dire à des personnes dignes de foi que parmi le bas peuple de Rome, il s'était trouvé des hommes assez ennemis de la réputation de nos peintres français pour déchirer les estampes gravées, d'après le Sueur, Le Brun, Mignard, Coypel et quelques autres peintres de notre nation,
que les chartreux de cette ville ont placé avec des estampes gravées d'après des peintres italiens dans la galerie qui règne sur le cloître du monastère. Les comparaisons qui s'y faisaient tous les jours entre les maîtres français et les maîtres italiens avaient autant irrité nos Romains jaloux que les comparaisons qui se faisaient à Paris il y a 80 ans entre les tableaux que le Sieur avait peints dans le petit cloître des Chartreux de cette ville et ceux que peignait le Brun, irritaient les élèves de ce dernier. Comme il fallait alors que les Chartreux de Paris enfermassent les tableaux de Le Sieur pour les mettre à couvert des outrages que leur faisaient quelques élèves de Lebrun, il a fallu que les Chartreux de Rome ne laissassent plus ouverte à tout venant la galerie où les estampes des peintres français sont exposées. Les préjugés des Français est en faveur des étrangers, où il ne s'agit pas de cuisine et de bon air, mais celui des Italiens, et contraire aux ultramontains. Le Français suppose d'abord l'artisan étranger plus habile que son concitoyen, et il ne revient de cette erreur quand il s'est abusé d'après plusieurs comparaisons. Ce n'est pas sans peine qu'il consent d'estimer un artisan né dans le même pays que lui, autant qu'un artisan à 500 lieues de la France. Au contraire, la prévention de l'italien est peu favorable à tout étranger qui professe les arts libéraux. Si l'italien rend justice à l'étranger, c'est le plus tard qui lui est possible. Ainsi, les Italiens, après avoir négligé longtemps le Poussin, le reconnurent enfin pour un des plus grands maîtres qui ait jamais manié le pinceau. Ils ont aussi rendu justice au génie de M. Lebrun. Après l'avoir fait prince de l'Académie de Saint-Luc, il parle encore avec éloge de son mérite, en appuyant un peu trop néanmoins sur la faiblesse du coloris de ce grand peintre, quoiqu'il vaille mieux que celui de bien des grands maîtres de l'école romaine. Les Italiens en général peuvent se vanter de leur circonspection et les Français de leur hospitalité. Algarotti dit dans l'épître de son livre sur la philosophie de Newton et qu'il adresse à De Fontenelle: sans la traduction de quelques livres français, nous ne verrions rien de nouveau en Italie, que des recueils de vers et des chansons dont nous sommes inondés. Le public ne se connaît pas en peinture à Paris autant qu'à Rome. Les Français en général n'ont pas le sentiment intérieur aussi vif que les Italiens. La différence qui est entre eux est déjà sensible dans les peuples qui habitent au pied des Alpes, du côté des Gaules et du côté de l'Italie, mais elle est encore bien plus grande entre les naturels de Paris et les naturels de Rome. Il s'en faut encore beaucoup que nous les cultivions, autant que la sensibilité pour la peinture, commune à tous les hommes, généralement parlant, on n'acquiert pas aussi bien qu'à Rome le goût de comparaison. Ce goût se forme en nous-mêmes, et sans que nous y pensions. À force de voir des tableaux durant la jeunesse, l'idée, l'image d'une douzaine d'excellents tableaux se grave et s'imprime profondément dans notre cerveau, encore tendre. Or, ces tableaux, qui nous sont toujours présents, dont le rang est certain et dont le mérite est décidé fervent, s'il est permis de parler ainsi de pièces de comparaison qui donnent le moyen de juger sainement à quel point l'ouvrage nouveau qu'on expose sous nos yeux approche de la perfection où les autres peintres ont atteint et dans quelle classe il est digne d'être placé. L'idée de ces 12 tableaux qui nous est présente produit une partie de l'effet que les tableaux mêmes produiraient s'ils étaient à côté de celui dont nous voulons discerner le mérite et connaître le rang. La différence qui peut se trouver entre le mérite de deux tableaux exposés à côté l'un de l'autre frappe tous ceux qui ne sont pas stupides. Mais pour acquérir ce goût de comparaison qui fait juger du tableau présent par le tableau absent, il faut avoir été nourri dans le sein de la peinture. Il faut principalement, durant la jeunesse, avoir eu des occasions fréquentes de voir dans une assiette d'esprit tranquille plusieurs tableaux excellents. La liberté d'esprit n'est guère moins nécessaire pour sentir toute la beauté d'un ouvrage que pour le composer. Pour être bon spectateur, il faut avoir cette tranquillité d'âme qui ne naît pas de l'épuisement, mais bien de la sérénité de l'imagination. Si tu prétends lire les petits vers libres de Phèdre, il faut antiquesse que tu donnes congé aux affaires pour que, libre de soucis, ton esprit puisse apprécier la portée de mes vers. Or, nous vivons en France dans une suite continuelle de plaisirs ou d'occupations tumultueuses qui ne laissent presque point de vide dans les journées et qui nous tiennent toujours ou dissipés ou fatigués. On peut dire de nous ce que Pline disait des Romains de son temps, un peu plus occupés que les Romains d'aujourd'hui, quand il se plaint de la légèreté et de l'attention qu'il donnait aux statues superbes dont plusieurs portiques étaient ornés. Toute la masse des obligations et des affaires empêche la foule de la contempler, puisque l'admiration d'un tel chef-d'œuvre requiert l'oisiveté et le silence parfait du lieu. Notre vie est un perpétuel embarras, ou bien pour faire une fortune capable de satisfaire nos besoins qui sont sans bornes,
ou bien pour la maintenir dans un pays où il n'est pas moins difficile de conserver du bien que d'en acquérir. Les plaisirs qui sont encore plus vifs et plus fréquents ici que partout ailleurs se saisissent du temps que nous laissent les occupations que la fortune nous a données ou que notre inquiétude nous a fait rechercher. Bien des courtisans ont vécu 30 ans à Versailles, passant régulièrement 5 ou 6 fois par jour dans le grand appartement, à qui l'on fera encore à croire que les pèlerins d'Emmaüs sont de Lebrun et que les reines de Perse au pied d'Alexandre sont de Paul Véronèse. Les Français me croiront sans peine. Voilà pourquoi le sueur a mérité sa réputation si longtemps avant que d'en jouir. Le poussin que nous vantons tant aujourd'hui fut mal soutenu par le public lorsque dans ses plus beaux jours il vint travailler en France. Mais quoique qu'un peu plus tard les personnes désintéressées dont la vie est conforme à la vérité se reconnaissent en prenant confiance dans un sentiment qu'elles voient être le sentiment du plus grand nombre, elles se soulèvent contre ceux qui voudraient faire marcher de pair deux ouvriers trop inégaux. L'un monte d'un degré toutes les années, tandis que l'autre descend d'un degré, et ces artisans se trouvent enfin placés à une telle distance que le public, désabusé, s'étonne de les avoir vus à côté l'un de l'autre. Concevons-nous aujourd'hui qu'on ait mis durant un temps M. Mignard à côté de M. Lebrun. Peut-être que nous serons aussi surpris dans 20 ans quand nous viendrons à faire réflexion sur les parallèles qui se font aujourd'hui. La même chose est arrivée dans l'école d'Anvers, où le public n'est guère plus connaisseur en peinture qu'à Paris. Avant que Van Dyck eût travaillé en Angleterre, les autres peintres lui donnèrent des rivaux que le public amusé croyait pouvoir marcher à côté de lui. Mais la distance entre eux paraît infinie aujourd'hui, parce que chaque jour l'erreur a perdu un partisan, et la vérité en a gagné un. Lorsque l'école de Rubens était dans sa force, les dominicains d'Anvers voulurent alors avoir 15 grands tableaux de dévotion pour orner la nef de leur église. Van Dyck, content du prix qu'on proposait, se présenta pour les faire tous. Mais les autres peintres firent suggérer à ses bons pères de partager l'ouvrage et d'employer 12 des élèves de Rubens, qui paraissaient être à peu près de la même classe. On fit entendre à ces religieux que la diversité des mains rendrait la suite de ces tableaux plus curieuse, et que l'émulation obligerait encore chaque peintre à se surpasser lui-même, dans un ouvrage destiné pour être comparé perpétuellement avec les ouvrages de ses concurrents. Des 15 tableaux, Van Dyck n'en fit que 2, qui sont la flagellation et le portement de croix. Le public ne pense aujourd'hui qu'avec indignation aux rivaux qu'on donna pour l'or à Van Dyck. Comme nous avons vu en France plus de poètes excellents que de grands peintres, le goût naturel pour la poésie a eu plus d'occasion de s'y cultiver que le goût naturel pour la peinture. Si les beaux tableaux sont presque tous renfermés à Paris, dans des lieux où le public n'a pas un libre accès, nous avons des théâtres ouverts à tout le monde, où l'on peut dire sans craindre le reproche de s'être laissé aveugler par le préjugé de nation presque aussi dangereux que l'esprit de secte, qu'on représente les meilleures pièces de théâtre, qui aient été faites depuis le renouvellement des lettres. Les étrangers n'adoptent point les comédies et les tragédies des autres nations avec le même empressement et le même respect pour les auteurs qu'ils adoptent les nôtres. Les étrangers traduisent nos tragédies, mais ils se contentent d'imiter celles des autres nations. La plupart des jeunes gens fréquentent les théâtres en France et sans qu'ils y pensent, il leur demeure dans la tête une infinité de pièces de comparaison et de pierres de touche. Les femmes hantent nos spectacles aussi librement que les hommes, et l'on parle souvent dans le monde de poésie et principalement de poésie dramatique. Ainsi le public en sait assez pour rendre justice très promptement aux mauvaises pièces et pour soutenir les bonnes contre la cabale. La justice que le public rend aux ouvrages qui se publient par la voie de l'impression peut bien se faire attendre durant quelques mois, mais ceux qui paraissent sur le théâtre ont plutôt rempli leur destinée. Il n'y aurait rien de certain en vue du vertu des lumières humaines si 400 personnes qui s'entrecommuniquent leurs sentiments pouvaient croire qu'elles sont touchées quand elles ne le sont pas, ou si elles pouvaient être touchées sans qu'on leur eût présenté un objet réellement intéressant. Véritablement, le public ne saurait faire sitôt la différence du bon à l'exquis. Ainsi, le public ne louera point d'abord une pièce comme Phèdre autant qu'elle mérite. Il ne saurait concevoir tout le prix de l'ouvrage qu'après l'avoir vu plusieurs fois, ni lui donner la prééminence dont il est digne qu'après avoir comparé durant un temps le plaisir qu'il lui fait avec le plaisir que lui font ses ouvrages excellents, qu'une longue approbation a consacré.